Tout d'abord, je tenais à vous remercier tous pour votre présence. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous parler des congés, de ce que la loi permet à l'employeur et ce qu'elle ne permet pas. Et j'ai la chance et l'honneur d'avoir aujourd'hui Cécile qui va justement vous présenter les différents sujets. Cécile, je te donne la parole. Est-ce que tu peux te présenter? Merci. Merci Fouad. Bonjour à tous. Très heureuse d'être ici pour parler des congés. Je me présente, je m'appelle Cécile de Rouen. Alors pour certains, vous me connaissez probablement sur LinkedIn. Je fais beaucoup d'infographies en droit du travail. Je suis aussi cofondatrice de l'Académie RH, qui est un organisme de formation. Et puis j'ai lancé ce matin, ça tombe à pic, Avolike, qui est un autre service d'accompagnement juridique en illimité pour accompagner sur toutes les questions en droit du travail, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc aujourd'hui, on se parle congés payés avec Fouad. Ce sera un échange enrichissant sur ce qu'il faut savoir sur toutes ces règles-là. Ok, super, merci Cécile. Je vais me présenter également et ensuite on va pouvoir commencer. Donc, je m'appelle Fouad, je suis cofondateur de Stafengo. Donc, Stafengo, c'est un SIRH qui est hyper modulable, hein, destiné aux PME. La différence, je dirais, que Stafengo apporte par rapport aux autres solutions du marché, c'est que c'est un logiciel qui est hyper connecté au logiciel de paye. Et le but, c'est vraiment de vous apporter de la performance, des gains de temps avec beaucoup moins de saisie sur les logiciels de paye et de faire en sorte justement qu'il y ait une interaction. Donc voilà, on a 9 modules de l'onboarding jusqu'aux entretiens en passant par la gestion des temps et des absences. Mais bon, le but aujourd'hui, c'est de vous parler justement des congés. Cécile, le but, c'était de parler effectivement de la réforme 2024 des congés payés, notamment l'impact de la maladie sur l'acquisition de congés payés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? On est parti. Alors la réforme, vous dites, bon, c'est 2024, mais on commence tout juste à l'assimiler, à la digérer, à l'appliquer correctement, même s'il y avait une question sur le passé, on y reviendra. Mais pour l'avenir, effectivement, il faut avoir en tête que les congés payés, ça a changé l'année dernière sur les questions d'arrêt maladie. Absence maladie en lien ou pas avec un ATMP, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien, on a une réforme qui est venue modifier nos règles d'acquisition. Donc l'acquisition, c'est juste, je réponds à la question, c'est je suis malade, est-ce que j'ai le droit, pendant que je suis malade, de continuer à acquérir des CP? C'est ça l'acquisition. Est-ce que mon compteur CP continue à tourner si je suis malade pendant 2 mois, 3 mois, etc. Avant la réforme, donc avant 2024, la réponse était non, ou dans certains cas, mais de manière limitée. Quand j'étais en arrêt maladie, si c'était un arrêt maladie d'origine non professionnelle, voilà, je suis tombée malade, j'ai eu un accident qui n'a rien à voir avec le travail, eh bien, je suis malade, je n'ai pas de CP à acquérir pendant cette période d'absence, parce qu'elle n'est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Après la réforme, eh bien, nouveauté, donc nouvelle règle à intégrer finalement dans vos pratiques, il faut effectivement prévoir que ces absences maladie ouvrent droit à l'acquisition de jours de congé à hauteur de 2 jours ouvrables de CP par mois d'absence. Donc c'est pas les 5 semaines sur l'année, on n'est que sur 4 semaines parce que le droit européen l'a prévu tel quel et qu'on reprend en fait le droit européen. Mais ça c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Avant on avait vraiment un code qui disait bah non, l'absence maladie, c'est pas assimilé à du temps de travail effectif pour l'acquisition des CP. Par contre, le code nous disait, ah, si vous êtes en arrêt maladie, mais que là, c'est en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, eh bien, il nous disait qu'il y avait la possibilité de continuer à alimenter ce compteur CP, mais dans la limite d'1 an. Donc, un salarié qui était absent pendant 1 an parce qu'il était en accident du travail ou maladie professionnelle, je dirais ATMP par la suite, eh bien, celui-là, ce salarié aura le droit, sur une année complète, à 5 semaines de CP, mais uniquement sur une année. La deuxième année, s'il est encore en absence en lien avec un ATMP, là, il repartait à 0 CP. Je ne travaille pas, ce n'est pas assimilé à du temps de travail effectif, je n'ai pas de congé payé. Et une fois de plus, réforme importante, eh bien ça, c'est terminé. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, un salarié qui est en arrêt maladie pour ATMP, il a le droit d'obtenir 2,5 jours ouvrables de CP par mois. Et ce qui veut dire que sur une année complète, il aura bien 5 semaines, il aura bien 5 semaines la première année, la deuxième année, etc., sans limite, sans cette limite d'1 an qui était fixée par le Code du travail. Donc ça, c'est vraiment la réforme, le point important de la réforme. Pourquoi cette réforme? Peut-être vous en avez entendu parler tout simplement parce qu'un arrêt de la Cour de cassation était intervenu juste avant
et avait considéré que nos règles, finalement, en droit français, ne correspondaient pas à ce qu'il fallait appliquer d'un point de vue droit européen et a écarté, donc la Cour de cassation a écarté certaines règles prévues par notre Code du travail français, ce qui a permis à des salariés d'acquérir des CP pendant les arrêts maladie, sans limite de temps, sans ces règles qui sont venues encadrer après, qui ont été prévues par le Code du travail pour encadrer cette acquisition. Autre point important de la réforme, c'est qu'avant, si jamais le salarié il était en arrêt maladie, il n'y avait pas d'obligation d'information spéciale prévue par le Code du travail. Le Code du travail ne disait rien. Eh bien, aujourd'hui, c'est différent. Quand un salarié revient d'un arrêt maladie, il faut l'informer sur ses droits à congés payés. Et il faut le réaliser dans le mois qui suit la reprise. Pourquoi cette information est importante? Parce que c'est cette information qui va permettre au salarié d'être au courant que oui, il a des CP à prendre et jusqu'à quand il doit les prendre. Et c'est ce point de départ-là, c'est cette information qui va fixer le point de départ de l'éventuel délai de report, qui est nouveau également. Avant, vous pouvez chercher dans le Code du travail des délais de report si jamais je ne prends pas mes congés pendant ma période de consommation des congés payés, j'avais pas de report. Il n'y avait pas de report prévu par le Code du travail. Il y en avait souvent dans les conventions collectives. Il y en avait qui étaient bien entendu prévus dans certains cas particuliers, en retour de congé mat. Mais en cas de maladie, j'avais rien dans le Code. Et bien maintenant, j'ai une période légale de report qui est de 15 mois et qui va devoir s'appliquer à compter de cette fameuse information du salarié. Voilà pourquoi elle est importante. Après, il y a d'autres choses qui ont été modifiées, règles de calcul de l'indemnité de congé payé, mais c'est pour tenir compte de cette acquisition à hauteur de 4 semaines sur une année d'absence pour la maladie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la réforme a donc été importante pour les entreprises pour l'avenir, parce qu'il a fallu changer les règles à partir des arrêts de travail qui ont été fournis par les salariés après cette réforme. Et là, j'ai envie de dire, c'est facile, cette partie. Mais il y avait aussi la question du traitement du passé. Et là, sur ces sujets-là, il y a la question de l'application rétroactive de certaines dispositions qui posent encore aujourd'hui des questions. Si c'est pas clair, c'est normal, hein, le sujet est très technique. Chaque situation pour chaque salarié est différente. On va aller rechercher effectivement pour les salariés qui auraient été absents par le passé, si oui ou non ils ont eu une acquisition à hauteur de 4 semaines pour une année complète d'arrêt maladie non pro par exemple, et c'est ces salariés qui vont aller chercher à récupérer ces droits, soit ils sont encore en cours de contrat, soit ils sont partis, il y a une rupture de contrat, et il peut y avoir des contentieux qui vont naître de ces situations. On n'en parle pas là, c'était juste pour vous dire qu'effectivement, on n'est pas encore au bout de cette réforme qui a eu des impacts très importants pour les entreprises, surtout pour celles qui avaient beaucoup de salariés absents et qui ne permettaient pas l'acquisition de CP, mais elles ne le faisaient pas parce que le Code du travail ne le prévoyait pas. Là où peut-être d'autres entreprises s'en sortent mieux puisqu'elles avaient prévu, elles, une acquisition de congés payés, y compris en cas d'arrêt maladie, ce qui pouvait arriver et ce qui limitait un petit peu le risque sur ces entreprises. Donc voilà pour l'essentiel de la réforme, pour que vous l'ayez en tête, parce qu'on voulait faire un petit rappel sur ces points. Fouad, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste. Et d'ailleurs, on avait eu une conférence en novembre avec toi, Cécile, sur le sujet. Je vous envoie dans le chat le lien vers la conférence pour ceux qui veulent vraiment aller en profondeur. C'est une conférence qui me semble durer quand même 2 heures. Et donc, vous avez le lien vers cette conférence si vous voulez vraiment aller plus en profondeur de cette réforme et de ses impacts pour vous. Maintenant, on va passer effectivement à l'acquisition des congés payés. Et là, clairement, on a besoin de savoir comment ça marche, comment se fait l'acquisition et quelles sont les absences qui vont permettre l'acquisition de congés et quelles sont celles qui vont justement ne pas le permettre. Acquisition de CP, comme je vous l'ai dit, c'est la réponse à la question de savoir, mais est-ce que le salarié qui est présent ou qui est absent, il a le droit d'acquérir des CP? Est-ce que son compteur CP est alimenté? Donc là, il faut bien distinguer 2 périodes pour ne pas confondre le fonctionnement des congés payés. Quand un salarié il arrive dans une entreprise la première année, il va commencer par acquérir des CP, c'est-à-dire qu'il va arriver en pleine période d'acquisition
et il va chercher à alimenter son compteur qui est à 0 par défaut quand il arrive. Donc la période d'acquisition, c'est cette première année pendant laquelle le salarié va commencer à remplir son compteur. Et puis après suit la période qu'on appelle de consommation ou la période de prise. La période de prise, c'est le moment où je vais poser les 5 semaines que j'ai acquises sur l'année de référence précédente, la période donc d'acquisition. Donc ça, c'est juste première distinction pour bien comprendre la pause et l'acquisition de CP. Donc, on parle d'acquisition, c'est juste salarié travaille ou ne travaille pas. Est-ce qu'il va avoir son compteur qui va être augmenté à hauteur de 2,5 jours de CP par mois? Ça, c'est ce que nous dit le Code du travail. Vous avez peut-être des dispositions plus favorables dans vos conventions collectives ou vos accords collectifs, mais le Code du travail nous dit qu'un salarié, il a le droit à 2,5 jours ouvrables de CP par mois. Alors, ouvrable, ça peut être de l'ouvré dans certaines entreprises. Ça, il n'y a pas de difficulté, hein, c'est assez généralisé comme pratique. Mais quand vous reprenez le code, vous constaterez que c'est bien de l'ouvrable qu'on a comme principe. Donc, quand on dit le salarié, il va pouvoir donc acquérir jusqu'à 30 jours de CP par an, ça veut dire qu'en fin d'année, s'il est présent toute l'année, eh bien, dans le cas normal, il aura, sur une période de référence complète, il aura bien ses 5 semaines de congés payés. 5 semaines qui correspondent donc à 12 mois travaillés. Sauf que parfois, eh bien, il va y avoir certaines absences qui vont avoir un impact ou pas sur la présence du salarié. Alors déjà, premier point à avoir en tête, c'est qu'un salarié, pour pouvoir lui compter ses 12 mois de travail effectif, eh bien, on va regarder en fait sur l'acquisition s'il n'y a pas des règles d'équivalence qui vont lui permettre d'avoir une acquisition plus favorable. Donc, soit il est présent 12 mois, on a 30 jours, soit on va compter le nombre de mois de travail effectif en découpant en fait sa présence par des périodes de 4 semaines. Pourquoi? Parce que le code nous dit, eh bien, un mois de travail pour pouvoir avoir le droit à ces 2,5 jours de CP. Un mois de travail, ça fait 4 semaines de travail. Donc, si j'ai 4 semaines multipliées par 12 mois, j'ai aussi mon droit intégral à CP, c'est-à-dire mes 30 jours ouvrables. Sauf que si vous faites le calcul, 4 semaines de travail multipliées par 12 mois, en fait, vous vous rendez compte que dans ce cas-là, il suffit de travailler 48 semaines sur la période pour pouvoir obtenir un droit intégral, c'est-à-dire 5 semaines de congés payés sur toute la période de référence. Donc ça, c'est juste l'effet des règles d'équivalence qui permettent de se dire, un salarié, il pourrait être absent 4 semaines pour maladie, pour congé sans solde, peu importe. Il n'est pas là pendant 4 semaines, ça n'a aucun impact. Ça existait déjà avant la réforme, c'est prévu par le Code du travail. Et puis après, si on voit que finalement, il a quand même été absent sur une période plus longue que 4 semaines, là, on va chercher, on va se poser la question, on va se dire, mais là, elle était en congé maternité. Là, j'ai quelqu'un qui est en congé sans solde. J'ai plusieurs types d'absence et je vais me demander pour chaque type d'absence si oui ou non le Code du travail ou une disposition conventionnelle vont me permettre d'assimiler ce temps d'absence à du temps de travail effectif pour l'acquisition de congés payés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire comme si pendant cette absence, le salarié était présent pour pouvoir faire tourner son compteur de congés payés. Exemple qui parle à tous, si jamais je suis absent pendant un mois au mois d'août parce que je suis en congé payé, bien entendu, à la fin du mois d'août, j'attends de voir sur mon bulletin de paie que j'ai bien fait une acquisition de 2,5 jours. Je suis absent, je n'ai pas travaillé, mais puisque c'est assimilé à du temps de travail effectif pour les CP, je vais avoir le droit à mes congés payés sur cette période-là. C'est ça l'assimilation pour le décompte des CP. Et c'est aussi le cas pour une salariée qui est en congé maternité. Elle a beau être absente pendant 4 mois, 6 mois, on va lui donner des CP à hauteur de 2,5 jours de CP par mois, comme si elle travaillait. L'assimilation, c'est comme si elle travaillait. Ça marche aussi, on l'a dit, pour l'accident de travail, la maladie professionnelle, pour les congés formation et les congés payés que je suis en train de prendre. Alors après, il y a quand même d'autres absences qui vont avoir un impact sur le calcul du droit à CP. Si je suis absent pour congé sans solde, j'ai décidé de m'arrêter de travailler pendant 6 mois, 8 mois sur la période pour aller faire un tour du monde. Là, en fait, mon contrat, il est suspendu, mais cette absence, sauf accord plus favorable, cette absence, elle n'est pas assimilée à du temps de travail effectif pour mon droit à congé payé. Ça veut dire que pendant que je ne suis pas là, je ne vais pas continuer à alimenter mon compteur CP parce que je ne travaille pas et que cette période n'est pas considérée comme étant assimilée. C'est pareil pour un congé parental ou pour une embauche ou un départ en cours d'année. Quand vous êtes embauché en plein milieu
de la période d'acquisition, vous n'allez pas avoir une année de CP. Vous allez avoir un calcul sur les 6 mois de l'année. Donc voilà ce qu'il faut comprendre sur ces règles d'acquisition des congés payés. Ok, super. Donc au niveau de l'acquisition, effectivement, c'est clair. Maintenant, c'est vrai qu'on se positionne souvent à la place du salarié, mais en tant qu'employeur, quelles sont aussi les obligations, je dirais, d'information sur les périodes de congé? Alors peut-être un petit rappel avant de rentrer sur le détail de ces différentes obligations d'information, c'est pourquoi on informe en fait sur les congés payés. C'est un point qui est très important, qui est parfois un peu oublié, surtout vous verrez sur le délai de prévenance là, de 2 mois pour l'information collective, et qui est pourtant très important pour que le salarié puisse savoir en fait au sein de l'entreprise quand est-ce qu'il va pouvoir prendre ses congés payés. Donc même si chaque année, vous savez que la période est identique, la période de prise des congés payés est identique, on ne peut pas se dispenser de ces informations parce que déjà, ce n'est pas les mêmes salariés d'une année sur l'autre, parce que cette information, elle est indispensable pour permettre aux salariés d'être en mesure de prendre ses congés. Et alors, rappelons-le aussi, hein, les congés payés, c'est vraiment un droit qui est très protégé par le Code du travail pour permettre aux salariés de se reposer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de remplacer en fait la prise des congés payés par une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture, mais je peux pas dire aux salariés, bon, bah, prends pas tes 5 semaines, je vais te donner un peu d'argent et puis comme ça, c'est bon, on est quitte sur tes congés payés. Ça marche pas parce que c'est un véritable droit au repos. Et pour pouvoir s'assurer derrière que, eh bien, les règles sur les prises des congés sont réalisées dans les règles, il faut commencer par ces obligations d'information qui sont assez simples sur le papier quand on le voit, mais qui doivent être mises en œuvre de manière concrète derrière. Donc, première obligation d'information, c'est une information collective sur l'ouverture de la période de prise des CP. Information collective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma période de prise des congés payés commence le 1er mai, par exemple, eh bien, au 1er mars au plus tard, il faut que j'ai fait ma petite note de service, par exemple, pour informer l'ensemble des salariés en leur disant « Hey, au fait, le 1er mai, on va bientôt ouvrir la période des congés payés. Et voilà, elle a été calculée conformément, ça dépend dans quel cadre vous êtes. Mais en tout cas, il faut donner cette information aux salariés pour qu'ils se projettent et qu'ils se disent « Ah, ça y est, on va rentrer dans la période de prise des CP ». Ça, c'est un délai qui est prévu par le Code du travail. Donc, attention à bien le respecter. Sinon, eh bien, par exemple, si on veut derrière, je donne un exemple au hasard, un salarié qui part en dehors des dates prévues pour ses congés, etc., et qui serait en litige avec son employeur, il pourra se servir de ce défaut d'information pour dire que ça lui a causé un préjudice, qu'il n'a pas pu s'organiser correctement. Donc voilà pourquoi c'est important quand même de faire cette information collective. Donc, première information, information collective. Deuxième information importante, l'information, bien entendu, individuelle sur l'ordre des départs en congé qui doit être réalisé au moins 1 mois avant le départ en congé. Donc là, pour les salariés qui vont avoir des dates de départ différentes, ce délai d'1 mois, il sera différent pour chaque salarié, bien entendu. Si jamais c'est une hypothèse où tout le monde part en même temps parce qu'il y a une fermeture, bon, ce sera une information qui sera plus simple à réaliser. Mais en tout cas, pour chaque salarié, il faut une information individuelle pour qu'il sache au moins 1 mois avant quand est-ce que sa date de départ a été fixée. Et du coup, là, on crée un engagement pour le salarié de partir et pour l'employeur de permettre au salarié de partir à ces dates-là. Donc voilà pour les 2 informations qui sont très importantes et qui doivent être respectées pour l'ensemble des salariés. Parlons maintenant de la période, j'ai parlé de la période de prise des congés payés. Alors la période de prise, elle sera différente d'une entreprise à une autre. Soit vous avez une convention collective ou un accord collectif qui va la déterminer. Dans ce cas-là, vous prenez ce texte-là et vous vous dites que c'est bon, elle est déjà fixée. Soit ça arrive, eh bien ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, ce sera l'employeur qui devra fixer la période de prise des congés payés après avis de son comité social et économique. Alors, petit rappel pour l'employeur, le collaborateur, il doit bien entendu solder ses congés au 31 mai, mais n'en faites pas non plus, comme je vous le disais, une règle automatique de perte. Il peut, effectivement, quand on dit les salariés, ils sont pris l'année 1, ils sont acquis l'année 1, ils sont pris l'année 2, et s'ils ne sont pas pris, ils sont perdus.
c'est sous réserve qu'on ait mis en demeure le salarié, qu'on ait permis au salarié de prendre ses congés payés et notamment qu'on ait réalisé l'ensemble de ces informations, qu'on ait fixé la période de prise des congés. Et oui, si tout a été respecté, là, on pourra se dire que les droits qui n'ont pas été pris, alors qu'on a demandé à plusieurs reprises aux salariés de prendre ces CP, eh bien, ils sont perdus. Mais dans les autres cas, avoir loupé une de ces informations, ça peut se retourner du coup contre l'employeur. Voilà, Fouad, tu voulais compléter sur ce point, peut-être quelque chose? Super. Écoute, non, c'est clair. Petite question de ma part. Un salarié qui acquiert des congés pendant sa période de référence, est-ce que l'employeur peut s'opposer à ce qu'il les consomme pendant cette même période? Alors là, il y a la question peut-être derrière de la prise par anticipation des congés. Quand un salarié commence à travailler, donc ça c'est assez récent, ça a quelques années quand même, un salarié peut immédiatement demander à poser les congés qu'il est en train d'acquérir au fil de l'eau. En commençant à travailler. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le salarié. S'il travaille pendant 4 mois, eh bien, il aura 4 mois multipliés, comme on l'a dit, par 2,5 jours ouvrables qu'il va pouvoir poser si l'employeur, bien entendu, eh bien, en est d'accord parce que ça rentre bien dans la période de prise des congés. Parce que si je demande des congés en dehors de la période, on peut me dire non, tout simplement. Il faut que j'attende la période. Et si toutes les autres règles sont respectées avec le délai de prévenance et l'ordre des départs, parce qu'il y a aussi d'autres salariés qui doivent partir en congé, et ça, il faudra en tenir compte pour pouvoir permettre finalement aux salariés de partir dans les mêmes conditions que les autres salariés. Donc, il y a quand même plusieurs critères à prendre en compte, mais oui, sur le principe, un salarié peut tout à fait prendre dès l'embauche eh bien, les congés payés qu'il est en train d'acquérir au fur et à mesure, et ça reste d'un point de vue juridique, même si on ne comprend pas parce que le code dit oui, il peut les prendre dès l'embauche, donc c'est pas des congés par anticipation. Dès lors que je suis en train de poser sur la période d'acquisition les jours que je viens d'acquérir sur la même période d'acquisition, effectivement, on rentre encore dans ce mécanisme d'anticipation parce que j'aurais dû les prendre en théorie sur la période suivante. Mais ça, c'est possible. Ouais. Okay. On a également une question de Caroline. Pouvons-nous imposer pendant la période légale de prise de congé du 1/6 au 31/10 un minimum de 2 semaines consécutives? C'est pas pouvons-nous, c'est devons-nous, et la réponse est oui. Effectivement, il est obligatoire, et là pour le coup, c'est pas le salarié qui décide sur ce point-là. Je pense qu'on l'abordera après ce point sur les 12 jours ouvrables. Il est obligatoire pour l'employeur d'accorder au salarié une période continue de 12 jours ouvrables. Donc là, pour le coup, si le salarié s'y oppose, il met l'employeur en difficulté puisque l'employeur c'est lui qui est tenu d'imposer à ses salariés d'avoir cette période continue pour qu'il soit sûr qu'il s'est suffisamment reposé. Donc oui, la réponse est oui. Okay. Il faut, c'est pas on peut, c'est il faut, oui. Ok, super. Donc, sujet suivant, les congés payés à prendre avant le 31 mai. Donc, pendant la période d'acquisition, eh bien, si je suis présent toute l'année, je vais avoir mes 5 semaines de CP qui vont alimenter mon compteur. Et je vais devoir les prendre sur la période de consommation qui va commencer, dans la plupart des cas, le 1er juin. Mais ça peut être une date différente en fonction de votre entreprise, donc ne soyez pas choqués si ce n'est pas exactement la même date chez vous. Pendant la période de consommation, on l'a évoqué juste avant, on est obligé d'accorder donc aux salariés 12 jours minimum. Ça, on ne peut pas y déroger, on ne peut pas aller en dessous. Même pour quelqu'un qui vient d'arriver, bon, s'il a que 11 jours, on lui fait prendre les 11 jours, bien entendu. Mais on est obligé d'avoir une fraction continue de 12 jours minimum. Et autre règle, c'est ce qu'on appelle les règles de fractionnement, c'est-à-dire comment on prend ces 5 semaines de CP. Eh bien, ces 5 semaines de CP, en principe, on ne peut pas les prendre d'un bloc. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre les 5 semaines d'affilée sur ces congés d'été. Sauf, bien entendu, sauf exception, parce que j'ai un salarié qui doit aller à l'étranger pour visiter sa famille. Là, il n'y a pas de difficulté. On a quand même des cas dérogatoires. Sauf si j'ai aussi des présences, j'ai besoin d'être présent chez moi parce que j'ai une personne en situation de handicap, etc. Mais dans les autres cas de figure, un salarié, quand il a ses 5 semaines de congé, on lui impose, donc c'est un fractionnement obligatoire, on lui impose de prendre la 5e semaine de manière séparée. Donc il prend d'abord 4 semaines, c'est ce qu'on appelle le congé principal, et ensuite il pose la 5e semaine en debout.
le fractionnement obligatoire, c'est ce premier point. C'est encore différent de ce qu'on appellera les jours de fractionnement. En cas de fermeture de l'entreprise, bon là, c'est une solution assez simple pour certaines entreprises. Elles se disent: «Bah, je ferme parce que j'ai pas le choix parfois, je peux pas avoir une partie des collaborateurs absents». Là, il y a pas de problème, pour un employeur d'imposer aux collaborateurs, à l'ensemble des collaborateurs, de prendre des jours de congé, sur cette période. Donc là, il y aura pas, de respect des règles sur, les critères d'ordre parce qu'en fait, par définition, tout le monde part en même temps. Donc on va pas regarder qui est le plus ancien, qui est le plus enfant, selon les critères qui sont retenus, dans l'entreprise. Donc les dates seront identiques pour l'ensemble des salariés et en revanche, les autres règles en termes d'information doivent être réalisées, dans les mêmes conditions, même s'il s'agit d'une fermeture. Mais ça, c'est tout à fait possible. Il y a des entreprises, elles ferment 4 semaines, l'été et comme ça, tous les salariés sont en congé en même temps et c'est plus simple finalement un peu pour tout le monde, même si ça n'arrange pas forcément tous les salariés. Donc fermeture obligatoire, le cas simple, je ferme tout, mais dans tous les cas, effectivement, je vais devoir respecter l'ensemble des règles. Dans les autres cas, les salariés vont me proposer des dates, en fait, hein. Faut toujours rappeler que c'est l'employeur qui a la main sur, les dates, de congés payés, en tenant compte, bien entendu, des critères d'ordre qui sont fixés par son accord ou, par décision unilatérale. Mais il faudra respecter les critères d'ordre pour vérifier en cas, eh bien, d'embouteillage sur les dates de congé, qui est prioritaire sur, chacune des demandes pour pouvoir permettre aux salariés de partir aux dates qu'ils ont souhaitées. Donc, pour les 4 semaines, on les prend donc dans le cadre du congé principal et la 5e semaine, on l'oublie souvent, mais elle est soumise aux mêmes règles que j'évoquais juste avant et notamment le délai, de prévenance individuelle, par exemple, d'information individuelle sur le délai d'1 mois. Il est aussi applicable pour la 5e semaine et la 5e semaine, elle peut aussi être, décidée, directement donc, par l'employeur puisqu'il a aussi la main sur, la 5e semaine et il peut d'ailleurs décider certaines entreprises ferment, l'entreprise une semaine, au mois de décembre ou plus tard. Donc ça, c'est, envisageable. Maintenant, vous entendez peut-être souvent parler de, jours de fractionnement. Qu'est-ce que ça veut dire les jours de fractionnement? Eh bien, les jours de fractionnement, ce sont des jours supplémentaires de congés payés qui vont être accordés aux salariés dès lors que leur congé principal a été fractionné. Congé principal, c'est, vous savez, cette fraction des 4 premières semaines. On ne parle pas de la 5e. La 5e semaine, il faut obligatoirement la détacher des 4 premières. Ça, c'est OK. Mais les 4 premières semaines, en théorie, on devrait les prendre en un bloc. Et si jamais le salarié en est d'accord et qu'il la prend finalement en plusieurs périodes, et que certaines de ces périodes sont prises après le 31 octobre, eh bien dans ce cas-là, ce fractionnement, il va donner droit à ce qu'on appelle des jours de fractionnement, des jours de congés supplémentaires. Donc soit un jour si jamais, le salarié va poser par exemple entre 3 et 5 jours ouvrables après le 31 octobre. Donc ça veut dire qu'il a séparé un bout, de sa 4e semaine, on parle de la 4e semaine, hein, pas de la 5e et il la prend après le 31 octobre. Soit, en fait, il en a pris beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il, va poser entre 6 et 12 jours ouvrables de congé après le 31 octobre. Donc là, on est sur la 4e semaine, mais aussi sur, la 3e. Et dans cette hypothèse, il aura le droit non pas à 1 jour, mais à 2 jours de fractionnement. Alors, on pourrait, trouver que c'est un peu bizarre cette règle de congé supplémentaire, de fractionnement quand, on voit qu'en entreprise, en pratique, c'est souvent le salarié qui en demande pour fractionner, ses congés payés. Effectivement, la logique, initiale des jours de fractionnement, c'était de permettre aux salariés d'être sûrs qu'ils aient 4 semaines et puis si jamais l'employeur, leur demandait de prendre en dehors de la période avec leur accord, de leur donner, eh bien, une sorte d'indemnisation sous forme de congés supplémentaires parce qu'ils n'ont pas pu prendre leurs 4 semaines sur l'été. Aujourd'hui, la logique, elle est un peu différente. Les salariés, ils sont demandeurs pour fractionner leur congé. C'est eux qui veulent prendre une semaine par-ci, une semaine par-là, pas 2 semaines en été, ça les arrange pas. Ils préfèrent les fractionner tout au long de l'année. Et du coup, quand le salarié est à la demande, bah, il peut être tentant pour l'employeur de se dire: «Bah, OK, moi je veux bien que tu prennes 2 semaines de congé, au mois de novembre parce que ça t'arrange et que les billets sont moins chers. Par contre, puisque c'est toi qui es en demande et que moi
j'aurais bien aimé que tu les prennes cet été, mais c'est pas ce que tu souhaites, eh bien, tu renonces au jour de fractionnement parce que c'est toi qui es à l'initiative de cette demande. Ça, c'est possible et la renonciation individuelle, elle est tout à fait possible sous réserve qu'elle soit expresse, hein, c'est-à-dire que le salarié, on est bien sûr qu'il ait eu connaissance de cette renonciation à ces jours de fractionnement. Et parfois même, elle est collective. C'est-à-dire qu'il y a des accords collectifs qui disent toutes les demandes de prise de CP en dehors de la période du 31 octobre, donc qui donne lieu à un fractionnement des 4 premières semaines, elles donneront lieu à renonciation des jours de fractionnement. Donc voilà, ça c'est les hypothèses de renonciation. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de sujets sur ces jours de fractionnement. Il y a des entreprises, elles en ont jamais, elles se posent pas la question tout simplement parce que elles sont vraiment maîtres sur la prise des CP et puis elles imposent de prendre les 4 semaines avant le 31 octobre, donc elles n'entendent jamais parler de jours de fractionnement. Donc ça va dépendre un peu des entreprises et du fonctionnement et des règles que vous pourriez avoir dans vos accords collectifs. Ok, super. On a quelques questions, Oui, je Cécile vois. également. Donc la première, si un jour férié tombe au milieu des 12 jours ouvrables consécutifs, est-ce que, alors sommes-nous en conformité avec la réglementation, devons-nous demander à un salarié de poser un jour supplémentaire? Alors dans ce cas-là, effectivement, dès lors qu'il y a un jour férié qui tombe pendant une période de congé payé, le jour férié n'étant pas un jour ouvrable pour les décomptes, ça va fractionner la période de congé. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est tout simplement accorder un jour supplémentaire pour être sûr qu'il y ait bien ces 12 jours, même s'ils ne sont pas exactement en continu. Mais bon, juillet, août, c'est toujours délicat. On a toujours un jour férié qui tombe dedans. Mais en tout cas, permettre d'avoir les 12 jours qui peuvent être décomptés de manière consécutive en accordant, par exemple, un jour de congé supplémentaire à la fin. S'il devait revenir le lundi, eh ben, peut-être qu'il faudra le faire revenir plutôt le mardi pour avoir le décompte des 12 jours ouvrables. Ok, super. Autre question, est-on obligé d'accepter des CP à un salarié qui est un conjoint soumis à des congés imposés? Très bonne question. Alors, il y a deux hypothèses à distinguer. Première hypothèse, les deux conjoints sont dans la même entreprise. Ils sont salariés de la même entreprise et ils ont le même employeur. Dans cette hypothèse-là, l'employeur a l'obligation, et il n'a pas le choix pour le coup, il a l'obligation d'accorder ce qu'on appelle un congé simultané, c'est-à-dire de donner les mêmes dates aux deux personnes qui sont en couple dans son entreprise. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est vous êtes en couple, mais chacune des personnes a un employeur différent. Et là, pour le coup, le Code du travail ne prévoit aucune obligation de prendre en compte eh bien, les dates de congé pour se voir imposer les dates de congé du conjoint dans son autre entreprise. Autrement dit, bien entendu, dans beaucoup d'entreprises, on va en tenir compte pour faire en sorte que le salarié obtienne les dates qu'il souhaite en fonction des dates du conjoint. Mais pour l'employeur, si jamais il se retrouve face à un salarié qui a un conjoint qui a des dates imposées, en fait, il est pas fautif si jamais il n'accorde pas ces dates-là, dès lors qu'il respecte bien l'ensemble des autres critères d'ordre qui sont fixés au sein de son entreprise. Voilà, c'est pas un critère qui va être imposé comme celui que j'évoquais juste avant, où on a vraiment deux conjoints qui travaillent dans la même entreprise. Ok. Autre question, le salarié refuse de prendre 12 jours ouvrables consécutifs. Comment pouvons-nous agir et ou nous protéger? Alors là, une fois de plus, je le rappelle, c'est l'employeur qui décide des dates. Du coup, si vous donnez une fraction de 12 jours et vous dites aux salariés avec le délai d'information qui va bien, vos dates de congé, c'est de telle date à telle date et ça fait 12 jours, le salarié, il n'a pas grand-chose à dire en fait. Il doit se plier à cette décision et ne pas respecter les dates de congé. Là, on peut glisser sur le terrain disciplinaire en fait, tout simplement. Ok. On va prendre encore une question. Après, je vois qu'il y a encore d'autres questions. On les gardera peut-être pour la fin pour être sûr. Voilà, si on a un petit peu de temps, on les gardera pour la fin. Je vais prendre celle de Charline. Pour un salarié arrivé en cours de période d'acquisition, quelle obligation concernant le congé principal? Exemple, il a acquis que 8 jours ouvrables. Doit-on lui imposer de les poser? Là, ça va dépendre en fait un petit peu effectivement des dates. Si là, pendant la période d'acquisition,
ces 8 jours ouvrables et il y a la période de prise qui s'ouvre dans l'entreprise juste après et qu'il a bien ces 8 jours à prendre, l'employeur, il va devoir lui faire prendre les 8 jours de manière cumulée pour respecter non pas les 12 jours minimum, mais en tout cas une fraction continue assez longue par rapport à l'acquisition du salarié. Ok, Donc oui. super. Alexis, Sandy, je garde vos questions pour la fin, juste pour pas déborder, pour ceux qui doivent nous quitter à midi. On va continuer. Maintenant, c'est vrai que sur le mois de mai, il va y avoir pas mal de ponts, il y a beaucoup de jours fériés, etc. Alors, première règle à connaître sur les ponts, c'est que les ponts, ce n'est pas un droit pour le salarié. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un pont? Le pont, c'est tout simplement le jour qui est censé être travaillé par le salarié et qui se trouve coincé entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié. Donc ça peut être en début de semaine ou en fin de semaine. Exemple, le mardi est férié, se pose la question du pont du lundi. Ou alors, le jeudi est férié, ça pose la question du pont du vendredi. Et ça peut être un jour ou 2 jours, si jamais le jour férié tombe en plein milieu de la semaine. Donc voilà ce que c'est un pont. Le code ne dit pas que le salarié il a le droit au pont. Ce qui veut dire que s'il y a un jour férié qui tombe au milieu de la semaine ou en fin de semaine, le salarié est censé venir travailler le vendredi, même si le jeudi est férié. Après, il y a certaines entreprises qui vont se dire, bon, moi, je veux bien accorder le pont, donc je vais permettre aux salariés de ne pas travailler ce jour-là, ou parfois ils seront obligés parce que la convention collective va prévoir tout simplement l'obligation de respecter certains ponts ou un usage ou une autre décision. Et dans ce cas-là, effectivement, les règles sont différentes puisque c'est une obligation qui s'impose à l'employeur. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais, il y a un refus d'un pont par l'employeur? Eh bien, le refus de travailler un jour de pont, en principe, c'est une absence injustifiée. Pourquoi? Parce que le salarié, sauf comme je vous le disais, si la convention prévoit autre chose, le salarié, il est censé travailler le vendredi. Et c'est que si l'employeur décide et propose aux salariés de faire donc, le pont sur ces dates-là, que là, effectivement, certains salariés vont pouvoir s'absenter sans que ce soit une absence injustifiée, puisque c'est l'employeur qui va dire, OK, là, normalement, vendredi, vous êtes censé travailler, mais bonne nouvelle, vous ne travaillez pas, comme ça, vous pouvez profiter d'un repos prolongé sur la fin de semaine. Donc là, l'employeur, il va pouvoir imposer les jours de pont, soit par décision unilatérale, soit par accord collectif. Et il a plusieurs options après pour les salariés. Il peut proposer aux salariés déjà de leur offrir le pont, ça peut arriver. C'est-à-dire que oui, vous ne travaillez pas, mais en fait, je vous paye et il n'y aura pas de récupération. Mais dans le cas commun, le pont, c'est un des rares cas permis dans le Code du travail qui va permettre aux salariés, à l'employeur, d'aller récupérer les heures perdues. Si jamais je dis aux salariés, OK, cette semaine, donc vendredi, vous ne travaillez pas parce que jeudi est férié. Les salariés auraient dû travailler 7 heures sur le vendredi. Et ces 7 heures ne sont pas travaillées, mais l'employeur veut les récupérer, il veut pas les offrir. Il veut bien que le salarié y travaille, mais il se dit, c'est pas grave, ils les feront à un autre moment. C'est ce qu'on appelle de la récupération. Et en principe, les temps de récupération, c'est pas trop autorisé par le Code du travail, sauf dans certaines situations, et notamment en cas de pont. Dans l'hypothèse d'un pont, on va pouvoir dire aux salariés, OK, vous travaillez pas 7 heures, mais on va récupérer les semaines suivantes, vous allez faire 2 heures, 3 heures, etc. sur les semaines suivantes pour que les 7 heures que vous n'avez pas fait le vendredi, je puisse les récupérer. Et la particularité de cette récupération, c'est que si elle fait travailler le salarié sur les semaines suivantes au-delà des 35 heures, en théorie, quand on travaille au-delà de 35 heures, ça devrait être des heures supplémentaires et donc payées avec des majorations. Eh bien, en cas de récupération donc des heures perdues, eh bien, les salariés ne vont pas bénéficier de cette majoration. Et ça, c'est le code, pour le coup, qui nous le dit. On dit, OK, là, il n'y a pas de majoration, donc pas de difficulté pour les faire récupérer. Autre possibilité, le salarié peut se dire, bon, OK, je suis censé travailler le jour de pont, c'est un jour qui doit être rattrapé le cas échéant. Je peux aussi me dire, je vais poser un RTT ou je vais poser un congé payé, comme ça, je travaille pas et j'aurai pas besoin de le récupérer. Ça, c'est tout à fait possible. Ce qui n'est pas possible, c'est pour l'employeur d'aller directement piocher dans les compteurs CP un CP pour les salariés. Ça, l'employeur peut pas le faire. Tout comme il peut pas le faire, par exemple, pour la journée de solidarité, il peut pas le faire pour le pont. Donc, si le salarié est volontaire pour poser un jour de CP, OK, pas de problème. Par contre, l'employeur ne pourra pas l'imposer de manière uniforme pour l'ensemble des salariés. Okay. On a une question de mode. Peut-on anticiper les récupérations d'heures de ces ponts?
Anticiper dans quel sens du coup? Ah, avant? Ouais. Bonne question. Là, comme ça, j'ai pas la réponse. En pratique, on le fait souvent après puisqu'on n'a pas encore du coup chômé la journée. Mais peut-être que oui, je saurais pas vous dire comme ça. Les prendre avant, ouais, donc elle confirme effectivement la compréhension que tu as eue de la question. Peut-on imposer aux salariés de poser un CP ou RTT pour la journée de solidarité? Non, c'est ce que je viens de dire. Alors, on ne peut pas imposer la prise de CP au titre des CP pour les 5 semaines. Pour les RTT, ce sera différent. On pourra aller chercher effectivement dans les RTT, même si là, bon, c'est pas forcément le sujet. Mais pour la journée de solidarité, bah, tout comme pour les journées de pont, si jamais je veux permettre aux salariés de poser un CP, je peux le proposer et le salarié me dit ah moi je veux bien poser un CP comme ça je travaille pas et ça m'arrange. Mais je peux pas, moi employeur, dire que tous les salariés ils auront 30 jours moins un jour dans les compteurs CP. Ça j'ai pas le droit de le faire. Ok. Je vais prendre la dernière question et après on va continuer. Comment on impose un pont en tant qu'employeur si on ne peut pas le traduire en CP? Comment on impose? Eh ben on le fait récupérer du coup. Ouais. On demande aux salariés de travailler plus. C'est OK, là vous travaillez pas cette semaine, vous avez 7 heures, vous me devez 7 heures, du coup les 7 heures, vous allez faire à un autre moment. Ouais. Donc pas besoin de poser de CP dans cette hypothèse-là, puisque le salarié, il a rien posé sur le vendredi. Il va juste se dire: «Ah mince, il y a les 7 heures, je vais pas les faire cette semaine-là, mais je vais devoir les rattraper». C'est ça la récupération. C'est ce qu'on appelle la récupération. Ok. Super. La modification des dates pour l'employeur et le salarié, voilà, quels sont nos droits en tant qu'employeur et en tant que salarié d'ailleurs aussi. La modification des dates par l'employeur et le salarié, en fait, il y a un délai qu'on a déjà évoqué. Souvenez-vous, on a dit l'employeur, il doit informer des dates un mois avant la date de départ. Ce qui veut dire que si jamais ce délai a été respecté, le salarié est tenu de partir aux dates indiquées par l'employeur, il n'a plus le choix. Maintenant, si l'employeur veut modifier les dates, ben, ça dépend en fait quand est-ce qu'il veut modifier. Soit il est bien avant le un mois, donc eh bien là le salarié en fait il est encore dans le délai pour avoir ses nouvelles dates. Donc si je respecte le délai d'un mois à compter de la date de départ, je pourrais décaler les dates de congés payés du salarié. Par contre, si jamais, eh bien, on est à la moitié du mois de mai et je demande aux salariés de décaler ses congés qui sont prévus au 31 mai, là, j'ai un problème parce que j'ai plus un mois de battement pour respecter ce délai de prévenance d'un mois. Donc là, à moins d'un mois, je ne vais pas pouvoir le faire sans un motif exceptionnel, sans des circonstances exceptionnelles. Bon, pas de bol, le Code du travail ne nous définit pas ce que c'est des circonstances exceptionnelles, mais on peut imaginer une énorme commande qui nous tombe dessus dans l'entreprise ou un peu dans les choses un peu plus graves, peut-être le décès d'un salarié qui fait qu'on doit le remplacer immédiatement pour pouvoir poursuivre l'activité. Mais à défaut d'avoir un motif de circonstance exceptionnelle, je ne pourrais pas modifier eh bien, les dates de mon salarié si jamais il est censé partir dans 2 semaines. Pourquoi? Parce que j'ai plus un mois de battement pour pouvoir l'informer des nouvelles dates. Donc là, c'est pas possible. Et cette obligation de respecter les dates, elle s'impose à l'employeur, mais elle s'impose aussi au salarié. Si jamais le salarié, on lui donne les dates, il doit partir aux dates qui ont été convenues, qui ont été imposées par l'employeur. Ce qui veut dire que s'il part avant la date prévue, là, j'ai un problème parce que j'ai un motif d'absence injustifié. Et s'il revient après la date qui était prévue, là, pareil, il est parti, il est absent sans autorisation. Je sors du cadre des congés payés et je me demande juste, mais en fait, pourquoi il est là? Pourquoi il ne reprend pas son poste? Donc, dans ces cas-là, on aura effectivement eh bien, des sanctions disciplinaires qui seront possibles sur ces hypothèses. Alors, bien entendu, si jamais il ne revient pas après ses congés, avant de sanctionner, il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas un problème voilà, avec le salarié, hein, qui reste quand même dans la possibilité de justifier d'un motif légitime. Par exemple, il a 48 heures pour envoyer un arrêt s'il s'agit d'un arrêt. Donc, pas de précipitation, mais en tout cas, effectivement, le terrain disciplinaire sera possible. Voilà, en pratique, je ne sais pas comment vous faites, vous, Fouad, sur l'outil, vous avez des choses qui permettent d'anticiper un petit peu ces modifications de date, ça doit arriver fréquemment? Oui, c'est vrai que ça arrive souvent et bah, c'est vrai que ce qu'on constate dans les PME, ce qui arrive, c'est que alors il y a deux possibilités. Soit effectivement on a déjà un SIRH et dans ce cas-là, on va pouvoir en fonction des cas traiter les demandes de modification et dans d'autres cas, on est encore sur une méthode qui est assez archaïque, hein, c'est le petit formulaire papier.
qu'on remplit, qu'on fait signer et qu'on renvoie au RH pour saisie. Donc, c'est vrai que l'avantage de passer par un SIRH, ça va venir faciliter, d'ailleurs pas que ce sujet-là, mais tous les autres dont tu as parlé précédemment. Au niveau de la traçabilité aussi des compteurs de congés, parce qu'aujourd'hui, quand on remplit les formulaires papier, forcément, le salarié n'a pas accès à son compteur, il faut qu'il retourne voir ses compteurs de congés dans les bulletins, etc. Donc, c'est assez lourd aussi pour les salariés, pour les managers et les RH, c'est aussi compliqué en termes de traitement. Donc, l'avantage d'un outil SIRH, je peux même vous montrer assez rapidement sur Staffingo comment ça fonctionne. Donc, le collaborateur, il va voir directement depuis son interface le nombre de jours de congé auquel il a droit, qui provient directement du logiciel de paye. Donc, pas d'incohérence entre le SIRH qui est utilisé par le collaborateur et par le manager et le SIRH. Et en fait, directement depuis la plateforme, il va pouvoir faire ses demandes. Donc, la liste des types d'absences qu'il va pouvoir utiliser, on peut la personnaliser. Donc là, on n'a affiché que 5, mais on pourra en afficher beaucoup, beaucoup plus. Et le collaborateur va pouvoir effectivement dire, par exemple, du 15 mai au 15 mai, je vais pouvoir poser des congés payés. Et là, on va voir les congés ce mois-ci, le solde en fin de mois et le solde à fin mai. Donc, on va aussi simuler l'acquisition des congés. Et c'est là qu'il y a un gain de temps et de traçabilité également pour les salariés comme pour les managers. Parce que quand on envoie la demande, on sait qu'on l'envoie toujours dans le cadre d'un compteur qui est suffisamment élevé pour pouvoir prendre le congé. Et de l'autre côté, si je vous montre l'interface plutôt RH ou manager, on va voir toutes les demandes de congés qui ont été posées par le collaborateur directement depuis la plateforme par équipe. Donc là, on voit effectivement que ma demande du 15 est apparue. En tant que manager, je clique dessus, je vois le détail et je vais pouvoir approuver la demande. Donc là, le gain de temps, si vous voulez, pour les RH, ça va être non seulement effectivement cette traçabilité, ces demandes qui se font de manière digitale et simple, donc plus de ressaisie à faire, mais surtout, là, je vais approuver les 2 niveaux d'approbation, parce qu'il y en avait 2. On va pouvoir automatiquement envoyer les données dans le logiciel de paye. Donc là, on voit bien que ça a été synchronisé. Dans la seconde, vous allez dans votre logiciel de paye et vous allez retrouver effectivement le congé qui a été posé. Donc, ça qui est ultra modulaire et en cas d'annulation, de la même manière, vous allez annuler le congé dans Staffingo, ça va l'annuler dans le logiciel de paye. Donc, quand je parle de logiciel de paye, ça peut être Silae, OpenPay, Yep, bientôt Wikera. On est connecté à plusieurs logiciels de paye qui permet justement d'aligner quelque part les données que le salarié voit avec les données que le collaborateur va voir également. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la solution, mais l'outil est hyper paramétrable. Donc, vous allez pouvoir aussi effectivement visualiser ou en tout cas paramétrer chaque type d'absence différemment avec des workflows de validation différents. Et ça permet de gérer tous ces cas de figure de manière digitale et surtout de faire gagner beaucoup de temps RH pour qu'elle puisse se focaliser justement sur d'autres missions à plus haute valeur ajoutée. Voilà, Cécile, je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, non, dès qu'on peut sortir un peu du papier, surtout sur la question des congés payés, ça reste quand même plus simple d'avoir des solutions qui permettent de mieux s'organiser, parce que faut être clair, ça peut vite être le bazar sur le recueil des souhaits, puisqu'on n'est pas capable après de traiter les informations qui sont sur des papiers. Exactement. Non, ça peut créer des tensions effectivement avec les collaborateurs aussi, le fait de ne pas avoir cette traçabilité, cette transparence. Il nous reste encore quelques minutes, donc encore quelques questions. Je crois qu'il reste 2 diapositives. Le report des CP pendant un arrêt de travail. Cécile? Ouais. La difficulté avec le nouveau délai de 15 mois, c'est que dans la plupart du temps, il aura déjà un point de départ qui sera différent pour chaque salarié. Et puis, dans certains cas, il a un fonctionnement un peu différent. Je m'explique tout de suite. Le délai de 15 mois, à quoi il sert? Il sert à se dire à un salarié s'il peut pas prendre ses congés payés parce qu'il tombe, par exemple, malade en fin de période de consommation. Donc voilà, j'allais bien, j'avais des CP, il me restait 4 semaines à prendre, et puis pas de bol, je tombe malade 3 semaines avant la fin de période et je ne reviens pas, je ne peux pas prendre mes CP sur la période de consommation. Eh bien, au lieu de les perdre, le code du travail me dit, OK, la période de consommation, c'est peut-être terminé, mais bonne nouvelle, tu auras 15 mois pour les utiliser. Et ces délais de 15 mois, il va courir à compter de l'information
de l'employeur sur les droits ACP et la date de fin. Donc là, pour des salariés, eh bien, en fonction de la date d'information qui sera différente par définition pour chaque salarié qui aurait été absent, il pourra avoir 15 mois supplémentaires pour prendre ses congés payés. Donc des dates aussi d'extinction différentes. Passé les 15 mois, si le salarié ne les a pas pris, bon, là, on pourra considérer qu'ils sont effectivement perdus. Ce délai de 15 mois n'existait pas avant. Donc ça, c'est la première chose, c'est le premier délai qui est issu de la réforme. Et la réforme nous dit un autre truc, elle nous dit, bon, dans un cas particulier, c'est-à-dire pour les salariés qui seraient absents sur toute la période d'acquisition. Je suis absent 1 an et mon absence couvre vraiment toute la période d'acquisition qui est prévue dans mon entreprise. Donc là, vous faudra regarder quelle est votre période d'acquisition, qui est différente d'une entreprise à l'autre, et vérifier si le salarié n'a pas été présent un seul jour sur la période d'acquisition. Si vous êtes dans ce cas-là avec un salarié qui était absent, par exemple, c'est les hypothèses de salariés qui sont absents plusieurs années de suite en continu, et bien dans ce cas-là, le délai de 15 mois, au lieu de partir à la date de fin de période de consommation, normalement, je commence à acquérir, après j'ai 12 mois pour les prendre, et après, on se pose la question du report ou pas, eh bien, pour ces salariés, c'est différent. En fait, on va se dire, là, j'étais absent pendant 12 mois. Pendant 12 mois, j'étais en arrêt maladie et du coup, j'ai pu obtenir des jours de congés payés. Eh bien, au lieu d'attendre la fin de la période de consommation et l'information du salarié sur l'éventualité d'un droit au report, le code nous dit, à partir de la fin de la période d'acquisition, le délai de 15 mois court. Ça veut dire qu'il commence bien avant la fin de la période de consommation. Et ça, c'est pas facile à comprendre. Et l'enjeu derrière, si vous voulez savoir, c'était quoi? C'était d'éviter juste d'avoir des compteurs de CP qui ont explosé pour les salariés qui seraient allés demander sur la base de la réforme et de la jurisprudence de la Cour de cassation des droits à congés payés sur 10 ans, 15 ans, etc. Pour que ces droits finalement s'éteignent, eh bien, le salarié, s'il est absent une année totale, à partir de la fin de la période d'acquisition, on compte 15 mois et là, on considère que les jours de congés payés sont perdus. Si vous faites le calcul, en fait, concrètement, il a que 3 mois de plus par rapport à ce qu'il aurait eu si jamais il avait eu la période de consommation normale d'un salarié classique. Donc, pas facile à comprendre, mais cette question, ce point de départ particulier, dites-vous qu'il ne s'applique vraiment que si vous avez un salarié où vous constatez qu'il est absent sur toute la période. Là, vous pourrez appliquer ce délai-là. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là parce que vous êtes sur des arrêts de courte durée ou à cheval sur 2 périodes de référence, bon, on reste sur le délai de 15 mois classique qui court à compter de l'information du salarié sur ses droits ACP et la date de report. Ok, super clair. Sujet suivant, les obligations de l'employeur si il y a démission du collaborateur. Alors, la particularité du préavis et des congés payés, c'est qu'ils ne peuvent pas, en principe, être pris en même temps. On ne peut pas être en même temps en préavis et en congés payés. Ça, c'est pas facile à comprendre. Alors, quand vous lisez en fait une règle qui dit la période de préavis et de congé payé ne se confond pas, ça veut dire ça. Ça veut dire soit on est en congé payé, soit on est en préavis, mais on peut pas être entre les deux. Et si jamais on a des congés payés qui étaient prévus dès le départ, avant même la décision de rupture, qu'elle soit initiative de l'employeur ou du salarié, là c'est un cas particulier où du coup on va pouvoir décaler la date de fin de préavis pour que le salarié puisse prendre ses CP aux dates qui étaient convenues, mais sans du coup avoir cette confusion entre préavis et CP. Alors l'idée derrière, c'est quoi? Si vous avez du mal à comprendre cette règle, l'idée derrière, c'est de se dire le préavis, ça va être un droit pour le salarié. Si je dis au salarié, vous avez le droit à 1 mois de préavis en cas de rupture, je peux pas dire c'est 1 mois moins vos CP et du coup c'est pas 1 mois de rupture. On va confondre les deux. Le salarié, il peut avoir un intérêt à avoir vraiment 1 mois complet plus la période de prise de ses congés. Donc, dans ces hypothèses-là, il n'y aura pas effectivement de confusion des deux parce que c'était prévu en amont. Autre hypothèse, il y a une rupture, il n'y avait pas de congé qui était pris et là, on peut avoir quand même des situations où l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour se dire: «OK, j'avais pas de congé payé prévu, mon préavis c'est 1 mois, mais on s'arrange
entre nous pour que je prenne une partie de mes congés payés sur mon préavis sans forcément bouger la date de départ de mon préavis parce que ça m'arrange pas de rester dans les effectifs pendant 2 mois. Ça, c'est effectivement un cas qui est possible et pareil, qui est limité vraiment à cette hypothèse d'accord avec le salarié. Bien entendu, à la fin donc du contrat, en cas de démission du salarié, on remet l'ensemble des documents à remettre au collaborateur qui a démissionné, attestation France Travail, certificat de travail, reçu pour seul tout compte, bulletin de paie et tout ce qui concerne intéressement, épargne salariale. Alors petit rappel, ces documents, ils sont quérables et non portables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé en tant qu'employeur de les envoyer à votre salarié. Vous pouvez simplement dire oui, ils sont dispo, tu peux passer les prendre. Il n'y a pas d'obligation de les envoyer aux salariés qui auraient quitté l'entreprise. Et attention à la non-remise de ces documents de fin de contrat. Le risque derrière, c'est d'avoir des amendes tout simplement qui peuvent faire mal pour l'entreprise qui ne respecte pas l'ensemble de ces règles, en dehors bien entendu, en plus des hypothèses de contentieux. Donc voilà les quelques règles à connaître en cas de rupture du contrat et notamment de démission. Ok, super clair. Les congés payés non pris. Alors, il peut y avoir plusieurs hypothèses avec des congés payés non pris. Alors déjà, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, le report, il est prévu maintenant en cas de maladie. Il y avait déjà des hypothèses de report assez encadrées et prévues aussi par des conventions collectives. Mais sinon, il n'y a pas de report automatique des CP s'ils n'ont pas été posés. Mais il y a quand même, voilà, on l'a évoqué avant, certains cas, l'arrêt maladie, l'accident de travail, congé mat. Si je suis pas là pendant mon congé mat pour prendre mes congés maternité, il faut pas scratcher mes droits et les mettre à zéro et du coup je reviens, j'ai plus de CP. Donc là effectivement il y a des reports particuliers qui vont être prévus dans ces cas-là. Un autre cas où les congés non pris ne seront pas perdus, c'est en cas de rupture du contrat. C'est pas parce que mon contrat est rompu que les CP que je n'ai pas pris, ils vont être mis à zéro et je n'aurai rien. En fait, si jamais il y a une rupture du contrat, je vais avoir le droit, et c'est le seul cas en fait où finalement je vais pouvoir monétiser mes droits à congés payés, je vais avoir le droit à ce qu'on appelle une indemnité compensatrice de congés payés. Donc celle que j'aurais perçue si j'avais pris mes congés, qui est calculée de la même manière que l'indemnité de congés payés que je perçois quand je suis en congé dans l'entreprise. Et là, pour le coup, c'est peu importe le type de contrat et peu importe la cause de rupture du contrat. Donc CDD, CDI, même si c'est une démission, même si c'est un licenciement pour faute lourde pendant longtemps, on considérait que le salarié qui commet une faute lourde, il n'avait pas le droit à ses congés payés. Mais en fait, les deux sujets sont totalement décorrélés et il faut vraiment se dire que les droits au CP acquis et non pris, ils doivent être payés aux salariés qui partent de l'entreprise. Ok, super. La fiche récapitulative pour les managers, donc on vous a mis à disposition. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on déborde et j'aimerais bien prendre encore les quelques questions qui restent, mais une petite fiche récap pour vos managers, notamment pour les PME et les ETI, pour qu'ils puissent savoir quels sont leurs droits, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire et quelles sont éventuellement les sanctions. Donc ce sera envoyé en même temps que la présentation. Vous aurez ces slides que vous pourrez ensuite communiquer à vos managers. Cécile, merci beaucoup, toujours très Merci à vous. instructif et très clair. Merci Fouad. Merci à tous et puis bon après-midi. Merci, bonne journée à tous, au revoir. Au revoir.